combattants Tolembate. Toki Togola la pongi, Moke Kikende. Mais Zambé, la République démocratique du Congo, il est vivant. Le Dieu de Kimbangu, il est vivant. Le Dieu de Pascal Bakole, il est vivant. Jamais il abandonnera. Jamais il va abandonner le peuple congolais. Oui, Yasolo, on va vaincre. Voulu ou pas, la victoire est dans notre camp. Avant 2016, ah oui, ça va. Je crois que bien de salutations à vous tous les fidèles de Son Rival, vous qui nous suivez à travers des différents websites, de YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Aucune raison. Papa Joseph, on dit aucune raison. Aucune raison. Papa Joseph, on dit aucune raison. Allez, toquer. Aucune raison. Papa Joseph, on dit aucune raison. oui, bien de salutations à vous tous les fidèles de Son Rival, vous qui nous suivez à travers www.nouslescombattants.com. Bonjour à vous tous les fidèles de www.congoyalobi.net avec JBS. Bien des salutations à vous tous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers des YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Aujourd'hui, je vais pouvoir recevoir une trop grande personnalité. Oui, c'est vraiment un grand nom. C'est vraiment une grande force. Il s'agit de qui? La personne qu'on reçoit aujourd'hui dans notre émission est le leader des Kassaïens d'abord, le président de la mutualité de tous les Kassaïens, de tous les ressortissants du Kasaï. Quand on parle du grand Kasaï, je vois le Kasaï ancien. Ce n'est pas avec cette histoire de découpage. Donc, dans les Kasaï, on voit et le Tété là, et les Babindi, et tous les Louloua, tous ces gens. Alors, on va recevoir leur président aujourd'hui. Il est aussi président d'un grand mouvement appelé Congo. Il représente beaucoup de choses. Alors, pas trop de commentaires. Lui-même va pouvoir nous donner des amples détails à propos de sa personne. Il s'appelle Bruno Katumba. Bonjour Bruno. Bonjour le Son Rival. Très content de vous recevoir aujourd'hui. Monsieur Bruno, juste une brève présentation de votre part. Qui est Bruno Katumba? Son Rival, tu me connais si bien. Mais, on est là pour les téléspectateurs qui nous suivent. Hein. Eh ben, qui est Bruno Katumba? Pour les chers téléspectateurs, Bruno Katumba, c'est d'abord un businessman. Un businessman, mais qui a un souci, vraiment un souci ardent de voir les choses marcher dans son pays et de voir les choses marcher pour sa communauté, tant au niveau qu'au niveau national. Voilà. Bruno Katumba avait deux ambitions, voir son pays se développer. Oui, je crois qu'on ne va pas trop s'éterniser à parler de business. Parlons d'abord du pays. Alors, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On commence d'abord par le Kasaï. Bruno Katumba, on va utiliser nos deux langues, eux le français, eux le lingala. Bruno Katumba, le peuple kassaïen. Qu'est-ce que vous reprochez du peuple kassaïen? Qui devait être le peuple kassaïen et qui ne l'est pas, d'après vous? Écoute, Son Rival, je ne veux pas commencer par des reproches. Je vais faire d'abord un constat. Et mon constat est vraiment peut-être le fait que je regrette que notre région, le Grand Kasaï, n'est plus dans une position favorable comme elle avait toujours été. Aujourd'hui, nous avons, parmi les réfugiés congolais qui vivent à l'étranger, la majorité sont des Kassaïens. Et j'ai l'impression que vraiment le peuple kassaïen est en mal dans ce pays que nous appelons le Congo. Et je vois qu'au lieu d'avancer sur le plan du développement, le Kasaï est en train de désintégrer. Et je crains qu'avec le projet de division régionale, avec la création de nouvelles régions, cette situation puisse encore empirer l'état des choses pour le Kassaïen. Voilà un peu le souci entre vous que je suis en train de me faire avec le peuple kassaïen en ce moment. Qu'est-ce qui a fait qu'au temps de Mobutu,
jusqu'à nos jours d'ailleurs, le peuple le plus haï au Congo, c'est le Kasaï. Dans les temps, on disait Boma, Muluba, Tika, Nyoka. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Parce que vous êtes le leader aussi de tous les Kasaïens. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse haïr le Kasaïen chez nous au pays? En tout cas, ce n'est pas peut-être... Je ne suis pas la personne indiquée pour pouvoir répondre à cette question. Je crois que les personnes qui dirigent cette haine contre les Kasaïens pourraient bien expliquer cela. Mais à ma connaissance, je crois que c'est vraiment un état naturel où il y a des peuples qui dans leur aspiration à s'autodéterminer, peuvent se faire la lutte les uns les autres. Mais cela n'est pas nécessairement la haine, si on devrait l'identifier comme tel. Ce n'est pas nécessairement la haine. Et si vous devriez dire que c'est de la haine, en tout cas, ça sera plutôt pour les Kasaïens un signe que vraiment il y a peut-être de bonnes choses qu'on constate dans le Kasaïen, et parce qu'on ne jette pas une pierre contre quelqu'un qui fait seulement une mauvaise personne. Donc on jette des pierres seulement aux gens qui excellent. Et je crois plutôt en ça. Parce que je ne crois même pas non plus que on ne jette des pierres qu'aux Kasaïens. Mais c'est plus au Kasaïen. Alors, le mot Kasaïen d'ailleurs, ça sonne un peu... Parlons des Balouba. Et puis, à ma connaissance... C'est une tendance que les gens essayent de faire prévaloir, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce que l'une des figures de proue de l'opposition, c'est Tshisekedi. Bon, peut-être pour l'atteindre indirectement, on essaie de combattre à travers sa tribu. Mais pour ma part, je crois que cette lutte est réciproque entre les tribus au Congo. C'est-à-dire les Congolais s'aiment mal en général. Moi, le Katangé n'est pas épargné. Le Mukongo, la perception que le Mukongo, on pouvait avoir de lui au Katanga et au Kasaï pendant la Deuxième République ou la Première République, c'est une perception qui peut être similaire à celle qui existe aujourd'hui contre les Kasaïens. Donc ça dépend des circonstances et du contexte politique. Je crois que dans le contexte actuel, étant donné que le leader charismatique de l'opposition au Congo, c'était Tshisekedi, la tendance est de diriger l'attention sur les Kasaïens et sur Tshisekedi. Mais moi je crois que c'est, d'après mes recherches, quand bien je ne suis pas historien, oui, d'après mes recherches, je crois que cette histoire est venue de Belges. Le Belge dans les temps, il pouvait donner le pouvoir à tout le monde, sauf au Balouba. Et cette histoire ne fait que prendre un peu de l'allure jusqu'à nos jours. Quand vous voyez un Muluba postulé, les gens ont tendance un peu à se méfier de quelque chose. Des Muluba tard, c'est là. Ah, un Muluba au pouvoir. Ah, mais non, un Muluba au pouvoir, combattre la bataille Zolo. Un Muluba, aux yeux Muluba locataire, à combattre le pango. Muluba. Je vais vous donner un adage qui est repris dans la Bible. On dit souvent, je crois que ça c'est le Seigneur Jésus qui a dit, ne cherchez pas d'enlever la paille dans l'œil de ton prochain, parce que vous avez le poutre dans votre œil. Je crois que tout Congolais par excellence est tribaliste. Tout Congolais. Tout Congolais est tribaliste. Et s'il y a des Congolais qui s'acharnent sur les Kasaïens, c'est parce qu'ils expriment, n'est-ce pas, ce penchant tribal. Et c'est vraiment, vous savez, le peuple kassaïen, c'est un peuple qui vit au milieu du Congo. Sa région ne partage pas de frontières avec aucun pays. Ils sont vraiment au milieu. Et je crois que c'est une représentation assez importante de l'état mental et moral du peuple congolais quand il s'attaque à un peuple qui est si bien positionné, qui est le reflet même de l'identité congolaise. Cela, n'est-ce pas, c'est le miroir de l'état moral du peuple kassaïen, parce que je trouve vraiment qu'il n'y a pas de raison à ce que les Congolais se haïssent les uns les autres, à combien plus haïr les Kassaïens. Il n'y a aucun Kassaïen qui a géré le pays, à qui on peut demander des comptes aujourd'hui.
Mais à ce que je sache, oui. le Kassaïen a cherché à contribuer pour l'émancipation politique et économique du pays. Est-ce qu'on peut le reprocher pour ça? On identifie les Kassaïens partout. Hein? Oui. Dans des églises, les Kassaïens. À l'opposition, les Kassaïens. Partout, les Kassaïens. Est-ce que le peuple kassaïen peut avoir de l'espoir? Le peuple Moulouba peut avoir de l'espoir qu'après, en 2016, il peut avoir le pouvoir. Est-ce que le Kassaïen ou le Balouba peuvent aussi espérer avoir le pouvoir en 2016? Je ne vois pas tellement les choses en ces termes-là. Moi, je vois plutôt... j'aspire à ce qu'il y ait un véritable changement au Congo où tous les Congolais vont se retrouver et où on va restaurer la dignité du peuple congolais et où le peuple kassaïen aussi va se retrouver et où il y a l'égalité devant la loi et où on partage les richesses du pays de manière équitable. Voilà. Et si cela doit venir d'un candidat kassaïen, je serais que vraiment content que les choses se fassent ainsi. Mais pour ainsi dire, est-ce que le kassaïen a aussi, n'est-ce pas, une aspiration légitime d'assumer les hautes fonctions? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il serait mis à côté dans cette course là-bas? Voilà un peu comment je peux répondre à votre question. Le Kassaïen n'a jamais géré avant. Et pour votre mémoire, vous savez que Patrice Lumumba, qui a milité vraiment pour le changement démocratique au Congo, était un Kassaïen. Vous avez aussi Tshisekedi qui a milité pour un état de droit, c'est un Kassaïen. Mais ils n'ont jamais géré ces gens. Et je pense que si vous voyez l'aspiration en général des Kassaïens, c'est pour le bien-être des Congolais, c'est pour l'égalité, c'est pour l'état de droit que le Kassaïen aspire, et c'est pour le développement. Ah oui, je crois que M. Bruno Katumpa n'est pas vraiment allé jusqu'à la source pour nous révéler cette haine contre le Balouba, ça vient. Moi, je crois que cette haine-là, c'est un mal qui est dans le Congolais. De ne pas. C'est peut-être parce que les Balouba sont des vantards, ils parlent trop. Ils sont des vantards. Quand quelqu'un achète, vous m'avez côtoyé, même au quartier, quand une voisine achète des sakombi de foufou, mais un Moulouba amène un Est-ce que je peux être associé à quelqu'un qui est vraiment arrogant, selon vous? Monsieur Sanriban. Ah oui, mais là, sortons de ces noyaux kassaïens, parlons maintenant du pays, la République démocratique du Congo, bientôt les élections. Alors, quelle analyse faites-vous à propos de ce qui s'est passé au Burundi comparativement à la situation politique de chez nous? Ce qui s'est passé au Burkina Faso, ça s'est répété au Burundi. Jusqu'à présent, on ne sait pas si le président partira ou il ne partira pas. Oui. Mais parlons un peu de ces soulèvements. Oui. Alors, par rapport à ce qui se passe chez nous, ce sont presque les mêmes choses. Alors, comment faites-vous cette analyse? Il y a eu un événement presque semblable au Congo, je crois, le 19, le 20, le 21. Oui. Il y a eu des marches pour protester contre la révision constitutionnelle visant à changer la loi électorale. Et d'aucuns comprennent que cette révision, au fait, elle avait comme pour intention de pousser au glissement pour que le président puisse s'accrocher encore au pouvoir. Mais je crois que le message est vraiment clair, le peuple s'est exprimé et je crois que le pouvoir a pris bonne note de ça parce que je crois que cette loi n'est pas passée au Parlement aussi bien qu'au Sénat. C'est déjà un pas pour les Congolais et j'espère que vraiment cet état de choses sera préservé jusqu'aux échéances électorales et je crois que ça serait vraiment de bonne guerre que les Congolais ensemble se mettent à discuter pour préserver cet état de choses, qu'on ne puisse pas répéter l'expérience comme au Burkina Faso et
et le Burundi, parce que nous avons beaucoup à protéger. Le Congo n'est pas le Burkina Faso, le Congo n'est pas le Burundi. Si nous devons rentrer en guerre au Congo, on a beaucoup à perdre que le Burundi et le Burkina Faso. Et le Congo lui-même, c'est un pays qui est au centre, qui est entouré de beaucoup de voisins. Et l'instabilité au Congo signifie l'instabilité dans au moins plus ou moins 9 pays aux alentours du Congo. Je crois que la communauté internationale et la communauté africaine en général n'est pas prête à accepter un tel état de choses. Ah oui, cette communauté traite tout le monde. Mais nous ne pouvons pas attendre que les choses soient faites par les autres. Je crois qu'il faut interpeller le Congolais à s'impliquer pour sauvegarder, n'est-ce pas, les injonctions constitutionnelles afin que nous ayons des élections crédibles cette fois-ci. Et je crois que ce processus doit commencer maintenant. Rappelez-vous qu'il y a eu aussi certains accords comme les accords d'Addis Abeba qui ont, n'est-ce pas, stipulé une rencontre entre l'opposition et le pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir baliser le terrain afin que nous puissions avoir, n'est-ce pas, les élections libres et crédibles. Je crois que l'amnistie des ex-M23 était dans cet ordre de choses. Monsieur Brinogo, vous ne voyez pas que il y a deux chemins, deux voies. On est en train de courir derrière deux chemins. Oui. Le chemin du dialogue et le chemin des élections. Alors, ceux qui sont contre le dialogue disent que c'est une façon de maintenir M. Kabila au pouvoir. C'est un prolongement du mandat de M. Kabila sous une autre forme. Parce que la finalité du dialogue sera peut-être un gouvernement de transition. Et qui sera à la tête du pays, c'est toujours M. Kabila. Alors, ceux qui sont pour les élections, irons-nous, on va aller aux élections. Qui va organiser ces élections? C'est le même Kabila. Qui est à la tête de la CENI? C'est un kabiliste, à la lumière de ce qui s'est passé en 2006. Plus loin encore en 2011, les mêmes choses se sont répétées. Alors si Kabila ne brille pas le troisième mandat, peut-être que ça sera Jeannette. Si ce n'est pas Jeannette, ça sera Zoé ou le clan Kabila qui a échoué pendant tous ces mandats. Alors comment vous jugez ces choses? Les élections ou les dialogues? Si ce n'est pas les élections, c'est les dialogues. Et si ce n'est pas le 2, alors c'est le soulèvement populaire. Moi, je pense que les gens parlent de dialogue et je suis pour le dialogue. Moi, j'ai toujours été pour le dialogue. La question est de savoir quand et comment vous faites le dialogue et pourquoi vous le faites. Moi, je crois que le dialogue, c'est un impératif qui ne doit pas être conditionné par les élections. Vous savez, c'est une pratique démocratique, c'est une culture démocratique. Le dialogue, c'est un exercice qui est permanent dans un système démocratique. Je peux vous poser la question, M. Sanrival. Vous savez que vraiment le dialogue, c'est un exercice qui est permanent. Savez-vous où le dialogue doit se passer et de manière permanente? C'est moi qui suis le journaliste. Voilà. Voilà. Et je vous dis, quand vous avez le Parlement, vous avez votre Parlement, vous avez le Sénat. Voilà, c'est un lieu où le dialogue existe de manière permanente. Donc une culture démocratique implique l'existence, n'est-ce pas, d'un Parlement. Et le Parlement, c'est un lieu de discussion pour l'adoption des lois qui vont gérer le pays. Les gens discutent, engagent des opinions différentes. C'est vrai que chez nous, au Congo, la crainte d'une majorité qui n'est pas, soi-disant, légitime, a fait que l'opposition est restée en dehors du Parlement. Mais prenez l'exemple de ce qui arrive en Afrique du Sud. Comment est-ce que vous allez faire passer votre message si vous me dites que Malema en Afrique du Sud a eu tort d'aller au Parlement, mais vous voyez comment
l'impact d'un parti si minoritaire, comment l'impact sur la politique sud-africaine. Donc voilà, parce qu'ils ont saisi cette opportunité malgré leur minorité au Parlement, mais pour dialoguer non seulement avec le parti de la majorité, mais pour dialoguer aussi avec le peuple. Parce qu'ils confrontent le pouvoir au vu et au su de tout le monde. Voilà pourquoi la politique de la chaise vide, pour moi, ne paye jamais. Donc le dialogue, ce n'est pas quelque chose qui doit être circonscrit seulement dans un cadre des élections. Mais s'il faut parler du dialogue en ce moment, je pense que c'est vraiment important parce que nous devons sécuriser le processus de transition parce que Kabila est partant. Mais comment vous allez sécuriser ce processus et garantir que Kabila puisse faire passer le bâton de manière pacifique à l'autre. Mais il faut une remise et reprise. Et je pense qu'il faut commencer à engager ce gouvernement maintenant pour qu'il rende compte des dossiers qui vont rester, qui seront gérés et qui vont continuer. Ça, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup tant d'autres questions qui vont se poser. Il faut engager le gouvernement maintenant parce que la question de la gestion du bureau électoral, ce bureau électoral a été accusé dans la tricherie des élections passées. Alors comment vous pouvez sécuriser le processus pour que les élections soient crédibles si vous n'engagez pas ce gouvernement et cette commission électorale qui fonctionne sous les injonctions du gouvernement et vous attendez seulement le jour des élections? Je crois que une opposition responsable chercherait à engager le plus tôt possible le gouvernement pour sécuriser le processus et donc garantir aux citoyens, aux Congolais que vraiment le processus va se faire de bonne... Ok, je crois qu'on a eu le temps de parler du dialogue. Parlons aussi du soulèvement. Quels sont les avantages et les désavantages du soulèvement? Parce qu'aujourd'hui, la voix, le combattant ont opté l'option du soulèvement populaire. Alors maintenant, vous qui êtes un des leaders de la diaspora, qu'en pensez-vous? Donnez-nous les avantages et désavantages du soulèvement populaire à l'heure qu'il est. Mais je ne sais pas, quand vous parlez de soulèvement populaire, de quoi qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, je pense que c'est un droit constitutionnel de revendiquer de manière pacifique ces droits. Et je crois que ces droits sont reconnus dans notre loi. Et nous avons, je crois, cette bonne mémoire de l'expérience du 19 de 21, où les gens, de manière pacifique, ont démontré leur opposition contre la révision constitutionnelle. Voilà un des moyens reconnus dans toutes les démocraties pour revendiquer un droit. Et je crois que là, on n'a pas à négocier. Et je crois que si c'est de cela que vous parlez, je crois qu'on ne peut pas vraiment parler de démocratie si on ne parle pas de revendication pacifique de ce genre. Et je crois que la revendication pacifique, c'est un moyen de pression pour pouvoir interpeller le gouvernement et le ramener à la raison. Et on peut déplorer que dans ce genre de situation, la plupart du temps, beaucoup de gouvernements ont pris le chemin d'écraser ce genre de manifestation par la force et qui souvent cause mort d'hommes. Cela est vraiment regrettable. Ce qui ne devrait pas vraiment arriver dans un État démocratique. Bon, Ah oui, je crois bien que le soulèvement populaire, vous l'avez analysé en tant que juriste, je crois bien, mais quand les combattants pensent ou parlent du soulèvement populaire, ils voient plus la résistance de M. Kabila. M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Il n'en donne même pas l'impression ni la volonté de quitter le pouvoir. Voilà pourquoi le peuple doit
descendre dans la rue pour les chasser du pouvoir. Alors, personnellement, je sais qu'en paix, de la manière que vous parlez de la revendication pacifique. S'il arrive que le peuple puisse avoir le moyen possible, ou soit des moyens de s'armer, moi je crois que ça ne sera pas en dehors de la Constitution. Je ne suis pas pour cette démarche-là. Oui. Je m'excuse, M. Sanrival. Il faut qu'on ait une bonne mémoire. Même si nous parlons de la tricherie des élections au Congo, mais néanmoins nous avons eu des élections pour la première fois au Congo, des élections qu'on n'a jamais eues. Parce que vous savez, à l'époque de Lumumba, c'était comme ça. Lumumba était élu, mais il n'a jamais eu le temps d'exercer le pouvoir en tant que personne élue. Donc, sous le règne de Mobutu, nous n'avons pas connu d'élection du tout. Mais nous avons quand même, cette fois-ci, 2 élections qui ont été organisées au Congo. C'est vraiment un acquis historique. Mais je crois que l'essentiel et ce qui est important pour nous, c'est de préserver cet élan démocratique et de favoriser une transition donc pacifique. Donc vous n'êtes pas pour les élections, vous êtes pour la transition. Je suis pour les élections, mais je suis en train de dire la transition pour la fin du mandat et le début du mandat prochain après les élections. Je ne parle pas d'établir un gouvernement de transition maintenant. Je ne suis pas pour ça. Je suis en train de dire ceci. Parce qu'il y aura les élections en 2016, il y aura un gouvernement qui sortira de ces élections, mais il y a un gouvernement qui est en train d'assurer ou d'assumer les choses courantes au Congo maintenant, dans tous ses droits. Mais nous devons préparer le départ de ce gouvernement et l'entrée de notre gouvernement. Vous savez que la culture démocratique est encore jeune chez nous. Et vous savez qu'en Afrique, la démocratie pose encore beaucoup de problèmes. Vous avez cité le cas de Burkina Faso, vous avez cité le cas de quoi? Le Sénégal, c'était la même chose. Vous voyez qu'il y a toujours des tensions, il y a tendance à pouvoir déraper. C'est contre ces dérapages qu'il faut se prémunir et engager les belligérants pour qu'ils puissent sécuriser ce processus, parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde, de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui vont venir au pouvoir. Donc pour ma part, je pense que nous avons beaucoup à gagner à préserver ce processus démocratique. C'est vrai, on ne l'a pas eu tel qu'on le voulait. Kabila, bon, selon tous les rapports et le constat, c'est que les élections de 2016, même celles de 2006, n'étaient pas crédibles. Mais le seul crédit, c'est le fait que ces élections ont eu lieu, parce que jamais il y a eu des élections. Oh oui, ces élections ont eu lieu, c'était du théâtre d'après moi. Oui. C'était vraiment du théâtre. Alors, parlons un peu de 3 grandes forces ou 3 grands pouvoirs qui ont la visibilité sur les réseaux sociaux à nos jours. Nous parlons du pouvoir au Congo, nous voyons l'opposition et nous voyons la diaspora. Il y a le pouvoir de M. Kanambe, il y a l'opposition et il y a la diaspora. Alors vous faites partie de la diaspora. Je crois qu'il y a plus de 10 candidats au présidentiel qui viennent de la diaspora. Plus de 10 candidats. Plus de 10 candidats. Plus de 10 candidats au présidentiel qui sont de la diaspora. Je citerai Anoula, je citerai Bernard Katompa, je citerai John Malala, je citerai beaucoup de ces gens-là. Alors, mais non, est-ce que donnerez-vous la chance à la diaspora de gagner les élections en 2016? Sans rival, je vais vous dire une chose. Oui. C'est dommage que le terme dialogue est associé actuellement aux élections prochaines. Mais essayons de nous référer au climat qui règne dans la diaspora, en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis comme au Canada. Est-ce que les Congolais sont en mesure de sortir un candidat commun pour la diaspora? Si cela n'est pas le cas, pourquoi? Parce que les Congolais n'ont pas une plateforme où ils peuvent dialoguer et faire et trouver des compromis. Je dis, c'est ça une culture qui fait vraiment défaut aux Congolais, de ne pas s'engager de manière continuelle et permanente. Ce n'est pas parler de dialogue seulement quand il s'agit des élections, mais les différentes forces
donc, qui existent dans la communauté congolaise doivent apprendre à se connaître, à se confronter pour le bien-être du pays. Je pense que si les différentes forces dans la diaspora aujourd'hui étaient assez responsables et préparées pour les challenges des élections prochaines, on aurait déjà eu une tentative de mettre tous ces gens là-bas ensemble. En tout cas, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable cet état de choses. C'est une logique, oui. Même s'il faut vraiment se référer à la démocratie et surtout à la bonne gestion ou au bon travail de la CENI. Est-ce que la diaspora peut avoir la chance de gagner les élections? Pourquoi? Parce que qui vote, c'est le peuple. Alors de tous les candidats de la diaspora, aucun candidat est connu au pays. Si nous citerons Emmanuel Ilunga, il n'est pas connu au pays. Nous citerons Bernard Katompa, il n'est pas connu au pays. Nous citerons les Aloula, les John Mala, sont des gens qui ont fait des années en dehors du pays. Et maintenant que les élections pointent à l'horizon, et ces gens arrivent à postuler. Est-ce que c'est pas vraiment de la... Vous l'avez dit, c'est un constat qui est vraiment regrettable. C'est un constat que nous faisions déjà par rapport à l'opposition en ce qui concerne les élections de 2011. Parce que, si vous vous rappelez bien, l'UDPS s'était mobilisé et commençait à se réveiller pour ces élections, je crois, 3 mois ou 6 mois avant. Ce n'est pas possible pour un pays de 52 millions ou 60 millions d'habitants, quelle superficie, et on commence à se préparer 3 mois ou 6 mois avant. Ça, c'est pour quelqu'un qui est bien connu dans le pays, qui est connu de tout le monde, c'est M. Tshisekedi. Mais alors, des gens qui ne sont pas du tout connus, sinon, s'ils ne vont pas pour faire du théâtre, comme vous l'avez tantôt mentionné. Je ne veux pas dire qu'ils vont faire du théâtre. Mais pour comprendre ces gens au sérieux, je crois que donc bien gérer le facteur temps ne pourra que jouer en leur faveur. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas quelqu'un qui agit de manière conséquente par rapport au temps. Mais écoutez, Kachala a fait des exploits inattendus. Quel exploit! Inattendu pendant un laps de temps. Il n'était même pas parmi les 2 premiers. Mais c'est pour avoir quoi? Justement, comme vous venez de le dire, ce n'est même pas pour figurer, c'est juste pour être un figurant. Alors je dis, la responsabilité, le Congolais doit un peu se réveiller face aux enjeux qui sont importants et qui sont déterminants pour l'avenir meilleur de notre pays. Alors critiquons maintenant pour construire. Juste, on a moins de 5 minutes pour lever l'encre. Oui. Critiquons pour construire. Nous commençons par l'UDPS. Juste un mot, l'UDPS te suit, M. Tshisekedi te suit, Bruno Mavungu, Félix Tshisekedi, tous ces gens de l'UDPS te suivent. Si tu étais leader de l'UDPS, qu'est-ce que tu allais faire à leur dire? Écoutez, ce n'est pas bien de répéter les mêmes erreurs, on dit, mais l'idéal, c'est quelque chose pour laquelle on doit être prêt, même pour le sacrifice suprême. Je crois que notre idéal en tant que peuple congolais, c'est de mobiliser ce peuple congolais, de l'engager pour qu'il puisse, n'est-ce pas, réussir dans le chemin du développement, n'est-ce pas? Et nous savons qu'avant qu'il n'arrive au développement, il faut qu'il réussisse devant les enjeux électoraux. Et vous savez que le Congo, ce n'est pas un pays qui est vraiment à l'abri quand on parle des ennemis et de ceux qui n'est-ce pas, envient les richesses du Congo. Donc on ne peut pas être distrait. Ça veut dire, je veux en un mot dire que l'unité des Congolais est vraiment importante. Parce que dans l'unité, il y a là la force. Mais quand les Congolais ne voient pas cet atout qui est l'unité et s'acharnent, soit ils sont distraits pour trouver un compromis de qui sera leur candidat prochain, ou soit ils sont distraits parce qu'ils sont en train de s'attaquer les uns les autres, parce que chacun a un projet personnel. Je crois que c'est vraiment quelque chose à déplorer, mais
c'est une occasion ici d'interpeller nos frères, de ne pas toujours travailler dans le sens du parti, mais de travailler pour ceux qui sont dans la diaspora ou ceux qui sont au pays, de travailler pour l'unité des Congolais partout où ils sont. Cela démontrera de leur capacité de pouvoir vraiment lever l'équivoque sur les blocages qui... Un peu de critiques maintenant à la majorité. Critiquons maintenant la majorité. La majorité présidentielle. Oui, c'est le pouvoir des Canadiens. Bon, écoutez, les tentatives qu'il y a eu de vouloir changer la loi électorale et même la précipitation qu'on voit. C'est vrai que jusqu'à nos jours, il ne s'est pas encore prononcé s'il va briguer. Voilà, la précipitation qu'il y a de diviser les régions, alors que nous n'avons pas les garanties en ce qui concerne le budget pour les élections, parce qu'il n'y a même pas de garantie pour les budgets de ces nouvelles régions. Vous savez, les régions telles qu'elles ont existé dans leur petit nombre, certaines régions n'avaient même pas de gouvernorat, s'il faut le dire. Mais si on multiplie ces régions en 26, je me demande ce qui va exister. Alors j'essaie un peu de poser la question quant à la sagesse et aux intentions, n'est-ce pas, qui animent la majorité présidentielle de se précipiter dans cette aventure, je dirais. Mais de toute façon, je crois que le fait d'avoir répondu, d'avoir laissé les revendications populaires prendre, avoir fait sur la majorité, c'est déjà quelque chose de bien. Et je crois que la majorité a reçu le signe qui n'est pas trompeur, que le peuple congolais n'est pas prêt à se laisser encore tromper et dévier. Ah oui, si la question m'était posée, je crois que je demanderais au pouvoir des Kabila de démissionner. Pourquoi, vu les grandes erreurs que ce pouvoir a eu à commettre pendant 2 mandats, tout au long de ces 2 mandats, je crois qu'il s'est passé de grandes erreurs. Je citerai cette histoire de la fosse commune. Ah oui, si j'étais à la place de M. Kabila, j'allais déposer, j'allais démissionner. Pour ne pas parler de la guerre de Boudia Congo, ces massacres de Boudia Congo. Oui, le 19, 20 et 21, on a encore tué les gens. Ah oui, si c'est des pareils actes s'étaient passés en Europe, je crois que le Premier ministre allait démissionner. Pourquoi pas le ministre de l'Intérieur allait aussi les faire. Au jour le jour, les gens meurent. Il règne une grande insécurité au pays. Alors, toutes ces bévies devaient pousser le pouvoir en place à démissionner. Alors, maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Je crois que M. Bruno Katompa, l'un des grands leaders de la diaspora, un businessman millionnaire. Oui, pourquoi vous n'avez pas postulé? Parce que en français on dit qui paie le plus, paie le moins. On vous a vu diriger une minorité de gens, on vous a vu diriger beaucoup de monde, on vous a vu toujours un leader de masse et vous encadrez très bien la masse. Pourquoi ne pas aller plus loin, songer à la haute magistrature? Car vous valez plus que tous ces candidats de la diaspora. Vous savez, un bon idéaliste que je suis, il faut savoir mesurer ce qu'on est et voir le contexte historique. Je ne crois pas que, à mon humble avis, je suis prêt pour tenter une telle aventure. Et je veux associer ma voix à ceux qui veulent vraiment qu'il y ait un état de droit au Congo et un système qui puisse défendre les droits fondamentaux, où nous avons le respect de la Constitution et la séparation des pouvoirs, et que tous ces faits-là légaux soient une réalité au Congo. Je crois que c'est quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue,
Et si les forces politiques au Congo pouvaient avoir comme objectif principal, je vais vous donner un cas, quand je parle de quoi, d'un état de droit. Vous savez, il y a un peu de polémique chez nous au Congo. On parle d'état de droit, nous voulons un état de droit, mais il n'y a pas seulement que parler de l'état de droit. Il faut faire en sorte que tout ce qui se passe au Congo puisse être ramené à la loi. Je vais vous donner le cas. Vous savez, chez nous, beaucoup de spéculations, tel n'est pas congolais, tel autre n'est pas congolais, tel est rwandais et tout ça. Mais ceux qui prônent l'état de droit, moi je pense qu'au lieu de rêver commencer cet état de droit quand on prendra le pouvoir, il faut chercher à ce que cette application de la loi commence maintenant chez nous au pays. Et un exemple, est-ce que si on a des soupçons que monsieur sans rival est rwandais, qui n'est pas congolais, il a usurpé la nationalité congolaise, pourquoi pas amener monsieur sans rival au tribunal et l'accuser d'avoir usé du faux et volé la nationalité congolaise? Voilà un peu ce que je vois quand on parle de l'état de droit. Je pense qu'il faut parler de l'état de droit, mais il faut surtout penser à l'application de la loi. Je crois que quand on commence déjà à veiller à l'application de la loi, on veut déjà instaurer cet état de droit. Parce que sinon, on reste dans un état de spéculation où rien n'est clair, ou de l'incertitude, et l'incertitude, c'est vraiment mauvais dans un pays. Je crois que si on doit parler encore d'état de droit, parlons du cas de la CENI. Vous savez, nous avons des exemples ici en Afrique du Sud. Quand il y a eu des faits publics qu'on déplore et qui ont, par exemple, causé la mort ou qui ont causé des dommages, comme dans le cas des fosses communes chez nous au Congo. Hein, Donc, on aurait mis une commission d'enquête indépendante pour l'enquêter sur le fait et vouloir ramener ça à la loi. C'est la même chose qu'on aurait fait de la CENI. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons encore reprendre Malou Malou en tant que chef de la CENI, mais sans avoir évalué son travail sur le plan des lois, pour évaluer, n'est-ce pas, pour qu'il rende compte. Comment voulez-vous que vraiment il y ait crédibilité, n'est-ce pas, au niveau de Malou Malou, même pour les institutions qui remettent Malou Malou à ces fonctions-là. Alors, quand je parle de l'état de droit, je vois que vraiment on a tort de rêver à l'état de droit sans vouloir renforcer la loi par l'application. Donc, demandons par exemple que vraiment la loi, si cela n'a jamais été fait, peut-être dans le dialogue actuel, c'est un élément qui peut beaucoup jouer. Et en tout cas, nous demandons des comptes. S'il y a une commission d'enquête qui peut se faire, avant que Malou Malou ne puisse rentrer, si c'est lui que le pouvoir voudra encore imposer, je ne sais pas, où on trouvera un candidat de compromis. Mais néanmoins, cette enquête sera une procédure qui va aider à renforcer, n'est-ce pas, la loi chez nous et à crédibiliser les prochaines élections. Je crois, M. Bruno Katompa, on vous suit partout dans le monde à l'heure qu'il est. Si vous avez un message particulier à adresser à la diaspora en ces temps ici, que peut faire la diaspora vu toutes les réalités que c'est pas chez nous? Moi, je pense que la diaspora, en ce moment, on a perdu beaucoup de temps. L'idéal, c'était que nous puissions nous mettre ensemble. En ce moment, on aurait déjà trouvé un candidat par consensus pour aller se présenter au Congo. Malheureusement, c'est encore le comportement déplorable de beaucoup de ces leaders qui veulent se prévaloir, être ceux qui vont changer le Congo demain, qui continuent dans les mêmes erreurs et le même orgueil, je dirais, parce qu'ils ne voient qu'eux-mêmes et ils ne voient pas le peuple et le service pour notre nation. Parce que si c'était le cas, en tout cas, on aurait eu déjà un changement ici dans la diaspora, parce que nous n'avons pas ici les services ou l'armée, la police de Kabila pour nous empêcher de nous organiser et de nous mettre ensemble. Voilà un peu ce que je peux déplorer, mais mieux vaut tard que jamais. C'est mon souhait que pour la diaspora, qu'on puisse se retrouver ensemble. L'Afrique du Sud, vraiment un point tournant dans la diaspora au monde. Et si on peut se joindre
à nos frères au Canada, aux États-Unis, en Europe, ça aurait été vraiment l'idéal. En tout cas, merci à vous qui avez prêté attention vraiment à cette tranche d'émission. Nous avons hier recevoir un grand homme, c'est un businessman, c'est un Congolais, il est leader de beaucoup de mouvements, il dirige les Kassaïens, il dirige les Congolais dans ce mouvement Congo Paradis. Là, il voit comment transformer le Congo en paradis. Je milite pour, n'est-ce pas, l'unité, la création d'une plateforme qui mettrait toutes les organisations congolaises ensemble. C'est ça mon idéal, c'est ça mon souci. Mais on a beaucoup de difficultés pour arriver à ça. Mais on ne va pas abandonner la démarche pour autant. Vouloir c'est pouvoir, je crois qu'on va vraiment y arriver, leader de cette plateforme qui regroupe toutes les organisations petites et grandes. Je crois que ça, ce sont vraiment des bonnes initiatives à pouvoir soutenir. Il y a un temps, on a parlé de Bernard Katonga, mais laissez-moi vous dire que cette génération déterminée, je ne sais pas où elle se trouve à l'heure qu'il est, je ne vois pas où ils se réunissent, où ces gens font leurs réunions. Pendant qu'on est à la veille des élections, oui, nous qui habitons les sols sud-africains, on ne sent rien de la génération déterminée. Alors, qui est John Malala, candidat à la présidence? Alors, on a intérêt à mieux les connaître. Une fois, j'ai eu à faire l'émission avec lui, 3 fois docteur. Alors, sur place, sur le terrain, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Oui, on aura le temps de mieux les connaître. Qui est Manuel Ilunga, qui est Georges Alula, qui sont tous ces candidats au présidentiel, nous, de la diaspora. Moi, leader du média de la diaspora, j'ai intérêt à donner vraiment la bonne figure ou soit le vrai visage de tous ces candidats, car je suis censé mieux les connaître. 2016 pointe déjà à l'horizon. Nous aimerions voir le départ de M. Kanambe, tout son système. Je ne suis pas pour les élections, pour le dialogue non plus, je suis pour les soulèvements populaires ou pour les coups d'État. Alors, Kanambe doit mourir, il doit pas. Voilà son rival en tant que média d'une part et combattant d'une autre part, pour ne pas dire leader du mouvement de l'éveil patriotique le Congo. D'abord, encore une fois, je dis merci vraiment à mon invité, un invité de haute taille. Vraiment merci, M. Bruno Katumpa, de m'avoir honoré. Vraiment merci beaucoup. Je crois que c'est vous que je devrais remercier. Au prochain volet, on parlera on touchera des choses très sensibles. Alors, merci à Maggie Maréchal de la presse. Merci à tous nos amis. La sœur Miesi, merci à vous. Alors, on se retrouve à la prochaine. C'est parti. Avida Business League, en collaboration avec Sofecom et Solidaire, nous couvrons toutes les villes de la RDC. Avida, encore Avida, toujours Avida. Avec Avida, faites-nous confiance. Avec Avida, bâtissez Siko. Aujourd'hui, après 5 minutes, Navida, vous dites que le lobby n'a pas de nous na Avida, to bomba la politique. Na Avida, to garde la politique. Na Avida, en tout cas, ils ont le cap de vision. Na Avida, to timida masura, ya nous ici baka. Avida, encore Avida, et toujours Avida. Na Avida, suka na masura. Avida suka masolo tikanga ene biso maloba omutima nanga elati pona kokumisa soki na bandi kokoma makasa nyonso ya mokili ekosila nkolo mpo osali ete ebele yo fula bamingi bazalaka na fulu tala ndele